Bonjour à tous. Mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le projet de rapport de notre collègue Julie Delpech sur le projet de loi de finances pour 2023, à une semaine du dépôt de notre rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Oui. Après une semaine de ce que nous avons fait. Ce deuxième rapport vient donc clore pour cette année le cycle de nos travaux budgétaires et les prochaines semaines seront consacrées, comme vous avez pu le voir, à des travaux complémentaires à ceux de la Commission des lois. Nous aurons deux propositions qui visent la constitutionnalisation de l'IVG et la délégation aura à cœur de suivre les auditions qui seront organisées par la Commission des lois et dans ce cadre pourra, le cas échéant, organiser elle-même des auditions complémentaires et donc réaliser un avis. J'ai souhaité que ces travaux portent sur les deux textes et qu'elles soient portées par les deux mêmes co-rapporteurs pour que nous ayons un avis commun de la délégation aux droits des femmes. Ce rapport, il prendra donc la forme d'une communication qui sera à deux voix et nous aurons l'occasion d'entendre cette communication le 17 novembre en matinée et vous recevrez évidemment la convocation dans les meilleurs délais. Dans la deuxième partie de notre réunion, on désignera ce matin nos deux co-rapporteurs sur ces textes et sur les deux missions que nous avons décidées en bureau, à savoir donc une mission d'information sur la santé et une mission d'information sur les budgets genrés. Et on a donc décidé cette création évidemment en bureau. Nous en revenons désormais au premier point de notre ordre du jour, le projet de rapport de notre collègue Julie Delpech qui vous a été transmis mardi en fin d'après-midi. Et j'espère que la plupart d'entre vous auront pu en prendre connaissance. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on a quelques exemplaires à l'entrée dont vous pouvez vous saisir. Madame la rapporteure, chère Julie, je tiens à vous féliciter pour cet excellent travail, rentré de plein fouet dans notre exercice, pour l'ensemble des recommandations également que vous y formulez. Je trouve intéressant de constater, comme vous l'indiquez, que nombre des recommandations issues des précédents rapports de la DDF sur le projet de loi de finances, vous en avez fait fruit. Ils ont été pris en compte dans le PLF 2023. Je souhaite évidemment que cela perdure et que vos recommandations puissent être ensuite prises en compte, intégrées dans les prochains budgets. Afin de vous permettre de tous vous exprimer, nous commencerons l'examen par une présentation de votre part des deux annexes que vous avez pu formuler, enfin des recommandations que vous avez formulées sur ces deux annexes. Et ensuite, je laisserai la parole à un orateur par groupe, avant de laisser évidemment les autres membres de notre DDF s'exprimer ou des questions à votre tour, chacune d'entre vous, puisque nous ne sommes que féminines aujourd'hui. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je voudrais en préambule remercier notre administratrice qui a fait un travail avec moi, a battu un travail incroyable. Donc voilà, je voulais commencer par la remercier. Et voilà, on a beaucoup de chance d'avoir nos administrateurs à nos côtés qui sont d'une grande qualité. Mes chers collègues, avant de vous laisser la parole pour vous permettre de poser des questions et de faire part de vos observations, je vais vous présenter les grandes lignes du projet de rapport d'information de la délégation sur le projet de loi de finances pour 2023 que j'ai l'honneur de vous soumettre aujourd'hui. La saisine de la délégation aux droits des femmes portait plus spécifiquement sur deux annexes du projet de loi de finances. Le programme 137, Égalité entre les femmes et les hommes, contenu dans la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances du budget général, puis le document de politique transversale, politique de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui décrit les ressources concourant à l'égalité femmes-hommes au sein des 50 programmes budgétaires dans le cadre d'une démarche d'identification portée par un nombre croissant de ministères. Malgré le court délai imparti, les représentants des principales associations féministes mettant en œuvre les politiques décrites dans le programme 137 ont été auditionnés en vue de ce rapport. La Fédération nationale Solidarité Femmes, la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, le mouvement du planning familial ainsi que le mouvement du nid.
la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la déléguée générale de la formation égalité professionnelle du HCE ont également été auditionnées. Enfin, comme vous le savez, nous avons auditionné ici même la chef du service des droits des femmes et de l'égalité, lequel coordonne et pilote cette politique au sein de la Direction générale et de la cohésion sociale. L'examen attentif des documents dont nous étions saisis, ainsi que ces auditions, ont permis l'élaboration du rapport qui vous est présenté, qui est assorti de 16 recommandations. Ces recommandations sont de 3 types. Certaines suggèrent des améliorations méthodologiques et de présentation du programme 137 et du DPT, afin de les rendre plus lisibles et faciliter notre mission d'évaluation et de contrôle de l'action du gouvernement. D'autres suggèrent le renforcement des moyens ou des modalités de mise en œuvre de certaines politiques décrites, en particulier dans le programme 137. Enfin, une part non négligeable des recommandations a pour but de sécuriser le tissu associatif féministe, d'alléger ses démarches administratives et de lui apporter une plus grande visibilité, afin qu'il puisse conduire ses actions de manière efficace et dans la durée. En ce qui concerne le programme 137, celui-ci voit cette année encore une hausse de près de 15% de ses crédits. Ce surcroît de ressources de 7,3 millions d'euros permettra principalement d'intensifier la lutte contre les violences sexuelles et sexistes avec plus de 4 millions d'euros supplémentaires, en particulier pour le renforcement des lieux d'écoute, d'accueil et d'orientation et des accueils de jour et le lancement d'un pack Nouveau Départ sur 5 sites expérimentaux. D'améliorer l'accès aux droits par un accroissement de 1,6 million d'euros des moyens du réseau des CIDFF et de lancer des projets innovants, notamment des plans d'action territorialisés afin de promouvoir la culture de l'égalité dans tous les territoires. Le programme 137 se voit également clarifié par le remplacement de l'objectif peu lisible et quantifiable, mesurer l'impact de la culture de l'égalité, par un objectif bien plus clair, aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement, avec pour indicateur le déploiement des parcours de sortie de prostitution. Ces évolutions positives doivent toutefois être poursuivies et amplifiées. Votre rapporteur a donc formulé sur le programme 137 une dizaine de recommandations. Des recommandations méthodologiques tout d'abord, en suggérant d'associer à l'objectif 2, lequel porte sur l'égalité professionnelle, des indicateurs plus lisibles, d'assortir les indicateurs sur les 3 objectifs de données qualitatives et non seulement quantitatives, et de regrouper en un seul et même programme les crédits permettant de rémunérer les personnels du SDFE et de son réseau déconcentré. Ensuite, des recommandations visant à améliorer la mise en œuvre des politiques du programme 137. Comme vous avez peut-être pu le voir, plusieurs recommandations portent sur la lutte contre le système prostitutionnel tel que défini dans la loi du 13 avril 2016. Tout d'abord, la légère augmentation de l'enveloppe de l'AFIS est positive, mais tout parcours de sortie de prostitution nécessite un accompagnement humain. Les crédits alloués pour l'AFIS devraient donc systématiquement être assortis de crédits permettant aux associations de recruter des travailleuses sociales pour accompagner ces parcours. De plus, ces parcours ne peuvent débuter sans réunion de la commission départementale de lutte contre la prostitution, laquelle ne se réunit malheureusement pas dans tous les départements. Il convient donc de faire appliquer la loi avec résolution sur ce point. Enfin, il convient de rétablir les conditions de financement de la lutte contre le système prostitutionnel tel qu'il avait été conçu dans la loi de 2016 et supprimé dès la loi de finances votée fin 2016 grâce notamment au fonds de l'Agence de recouvrement des avoirs et saisies confisquées. Une autre recommandation porte également sur la nécessité de donner à la Fondation nationale Solidarité Femmes les moyens de rétablir ses cibles de qualité de service pour le 3919 à un minimum de 85% d'appels traités. Si la réduction de cet objectif à 75% pour l'année 2023 s'est faite d'un commun accord entre la FNSF et le SDFE pour des raisons organisationnelles, l'on ne saura se satisfaire durablement d'une telle situation. Enfin, une série de recommandations vise à sécuriser et faciliter le travail du tissu associatif féministe, en passant les conventions pluriannuelles d'objectifs d'une durée de 3 ans à une durée de 5 ans, en étendant cette démarche partenariale à l'échelon local, en limitant le recours trop fréquent aux appels à projets et en les encadrant, ceci étant chronophage et source d'imprévisibilité et de concurrence entre les associations. Et enfin, en ayant une vraie réflexion sur le risque de délitement du tissu associatif, du fait que nombre de ces personnes sont des oubliés du Ségur.
L'ensemble de ces mesures ne saurait être mis en œuvre sans étoffer le réseau déconcentré du SDFE, dont les effectifs sont faibles et plutôt en décrue sur le moyen terme. S'agissant maintenant du document de politique transversale, il traduit un effort financier total en faveur de l'égalité de 2,38 milliards d'euros en crédit de paiement, plus 60,1% des dépenses tracées sur cette politique par rapport à 2022, et 3,7 milliards d'euros en autorisation d'engagement, plus 58% par rapport à 2022. Cet accroissement reflète en partie un effort budgétaire sur le programme 137, mais aussi principalement sur les crédits dévolus à la diplomatie féministe, la France poursuivant résolument son action dans ce domaine avec plus de 13 millions d'euros de crédits de paiement supplémentaires et 108 millions d'euros supplémentaires en autorisation d'engagement, traduisant la décision de soutenir dans la durée un certain nombre de programmes internationaux. Également sur les crédits des programmes 176, Police nationale, et 152, Gendarmerie nationale, avec plus de 13 millions d'euros supplémentaires également, notamment pour une lutte accrue en matière de violences conjugales. Formation des personnels de la police et de la gendarmerie nationale, amélioration de la prévention au sein des maisons de protection de la famille, renforcement des brigades de protection de la famille, démarche partenariale avec les associations d'aide aux victimes, présence intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie, meilleure sécurisation des victimes ou victimes potentielles grâce au téléphone grave danger et au bracelet anti-rapprochement, mais aussi au financement accru des places d'hébergement ciblées pour les demandeuses d'asile vulnérables. L'accroissement des crédits retracés dans le DPT relève toutefois très majoritairement de l'accroissement de son périmètre. Si celui-ci permet de mesurer l'effort interministériel conduit pour identifier celles des dépenses de l'État qui contribuent à l'égalité entre les femmes et les hommes, j'ai toutefois considéré que sa présentation requiert encore d'être améliorée pour qu'il puisse pleinement être exploité. Les recommandations sur le DPT sont donc toutes de nature méthodologique. Le rapport propose ainsi de présenter de façon claire et distincte les augmentations de crédits révélant un accroissement de l'effort budgétaire et celles traduisant les améliorations méthodologiques permettant d'identifier la contribution à la politique de l'égalité de crédits déjà existants. Présenter de façon claire également pour chaque programme, en particulier le programme 102, Accès et retour à l'emploi, la méthode et le détail de l'identification des crédits contribuant à faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. En effet, l'entrée de ce programme dans le DPT, qui représente à elle seule 90% de l'augmentation des crédits retracés, n'est pas suffisamment justifiée et explicitée. Dans un souci de clarté, le rapport propose également d'isoler plus clairement les crédits du DPT relevant de la diplomatie féministe afin de pouvoir identifier plus facilement les crédits déployés sur le territoire national et de poursuivre les efforts à l'échelon interministériel pour spécifier les objectifs et indicateurs présentés et leur rattacher des programmes qui y concourent. Enfin, dans la lignée de la précédente rapporteure de la délégation, je suggère l'extension de la méthodologie du DPT aux autres institutions, opérateurs et organismes tels que la sécurité sociale ou certaines entreprises publiques et pas seulement au budget de l'État. Comme indiqué dans le projet de rapport qui vous est présenté, j'ai eu le plaisir de constater que plusieurs des recommandations formulées par ma prédécesseure Isabelle Roche avaient été prises en compte cette année. Ce n'est pas le cas de toutes, et j'en ai repris certaines à mon compte. Toutefois, la reprise de plusieurs recommandations montre que le dialogue avec le gouvernement et l'administration centrale peut être fructueux et que nos recommandations peuvent aboutir. Je formule donc le souhait que ce soit également le cas dans les années à venir. J'aurai à cœur, en tout état de cause, d'assurer un suivi des recommandations qui se trouvent contenues dans le rapport de cette année et si toutefois vous me faites l'honneur d'accepter sa publication. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la rapporteure, pour ces éléments qui annoncent à la fois des choses contre la lutte contre la prostitution. Ça me permet de redire à l'ensemble de notre délégation l'implication de Catherine Coutel, qui était une de mes prédécesseurs et qui aujourd'hui dirige l'association des anciennes députées. Et je vous fais donc la petite promo d'un colloque qui aura lieu le 13 décembre à 17h dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, c'est en salle Colbert, à destination des députés pour être sur ces sujets liés à la prostitution.
J'espère que vous pourrez y participer et peut-être redire ces préconisations. En tout cas, c'était à cœur dans le suivi finalement de nos travaux d'avoir cette continuité-là. Je passe maintenant la parole à nos orateurs de groupe et pour le Rassemblement national, Monsieur Emmanuel Taché de la Pagerie. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, chers collègues, le PLF 2023 n'arrive toujours pas à transformer en réalité la volonté du Président de la République depuis 2017 de faire de l'égalité homme-femme une grande cause nationale. Cet état de fait est particulièrement visible dans les crédits alloués à l'action 25, à la prévention et à la lutte contre les violences et la prostitution. Si le PLF prévoit une hausse de 5,2 millions d'euros du budget, elle apparaît largement dérisoire au regard des enjeux de protection des femmes et des nombreux besoins des acteurs de terrain. Il faut rappeler qu'en France, seulement 5 € par habitant est utilisé par an et par habitant, pour lutter contre les violences faites aux femmes, quand l'Espagne en dépense, elle, 16 €. Cet argent dépensé a des conséquences très concrètes. Les femmes espagnoles sont 2 fois moins nombreuses à mourir sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons en proportion à la population. Par le manque de crédit dans ce programme, ce sont les dispositifs d'accueil et d'aide à la mobilité pour mettre en sécurité les victimes, les lieux d'écoute d'accueil et d'orientation et les accueils de jour qui se trouvent sous-dotés et reposent sur le dévouement d'acteurs qui ne comptent pas leurs heures pour accomplir leur mission qui est nécessaire. Enfin, comme relevé par la rapporteure et pour mettre en place une véritable politique en faveur du droit des femmes, il convient d'investir dans les moyens humains et dans les services déconcentrés de l'État du service des droits des femmes et de l'égalité. Comme le remarquait déjà la délégation l'année dernière, seulement 147,7 ETP par l'État exercent ces missions dans notre territoire, soit seulement 1,2 ETP par département. Ce maillage territorial est largement insuffisant pour analyser les besoins du terrain et appliquer les mesures de politique publique favorables à la protection des femmes et à l'égalité hommes-femmes. Le PLF 2023 ne répond pas à l'objectif de cette délégation en répartissant mal les crédits et en ne promettant aucune perspective d'amélioration de la condition des femmes dans notre pays. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole pour le groupe de la France Insoumise, Pascal Martin. Je vous remercie, Madame la rapporteure, pour votre travail et j'ai eu l'occasion de participer à quelques auditions qui étaient fort intéressantes et pour votre analyse fine sur les enjeux de ce budget 2023 pour les femmes. Nous partageons un certain nombre de vos observations, mais mon groupe est profondément en désaccord avec l'évaluation globale qui est faite du budget 2023 dans ce rapport. Non, le PLF ne conforte pas les engagements pris depuis 2017 en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il consacre au contraire l'insuffisance grave de l'action du gouvernement depuis 5 ans. Non, on ne peut pas dire que les moyens du programme numéro 137, Égalité entre les femmes et les hommes, connaissent une forte augmentation. Alors certes, les crédits alloués sont en hausse de 15%, vous venez de le dire, par rapport à l'an dernier, mais comment pourrait-on s'en réjouir alors que les montants restent ridicules au regard des besoins ? L'ensemble du programme se voit consacrer au total 57 millions d'euros. La différence entre cette somme et les besoins réels est astronomique. Notre groupe estime que le programme 137 devrait se voir allouer 500 millions d'euros, soit presque 10 fois plus. Je vous laisse aller consulter nos propositions budgétaires. Vous savez, quand nous exigeons 1 milliard pour la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, ce n'est pas un totem que nous nous contentons d'agiter bêtement depuis 1 an. C'est un budget précis basé sur les besoins réels des femmes de notre pays. En ce qui concerne l'hébergement d'urgence, le gouvernement prévoit de porter le nombre total de places à 11 000 d'ici 2023, soit une augmentation de 1 000 places. Où sont les 450 millions nécessaires pour arriver à un total de 40 000 places ? Car oui, c'est de 40 000 places dont notre pays a besoin, et toutes ces places que le gouvernement refuse de financer, ce sont autant de femmes victimes de violences qui se retrouvent sans solution, souvent contraintes de retourner vivre avec leurs compagnons violents, avec une issue parfois fatale, vous le savez. Du côté des mesures en faveur de l'égalité professionnelle, même constat, insuffisance des moyens et refus du gouvernement de prendre des mesures qui seraient à la hauteur des enjeux, comme de contraindre les employeurs à l'égalité salariale. À ce rythme, les femmes obtiendront l'égalité salariale avec les hommes en 2186. Visiblement, c'est là une perspective satisfaisante pour M. Macron et son gouvernement, mais pas pour nous.
Nous savons depuis longtemps qu'Emmanuel Macron, derrière les grandes annonces, se moque éperdument des femmes. Ce que nous comprenons moins, c'est que des députés membres d'une délégation consacrée à l'égalité femmes-hommes puissent applaudir un budget qui consacre cette absence de considération pour les femmes et pour les problèmes graves qu'elles rencontrent. En conséquence, mon groupe votera contre ce rapport. Pour le groupe des socialistes, Marie-Noëlle Battistel. Merci Madame la Présidente. Je voudrais évidemment tout d'abord saluer les travaux de qualité de Madame la rapporteure. Et vous l'avez d'ailleurs indiqué, Madame la Présidente, qui reprend un certain nombre de recommandations des budgets précédents que j'avais eu l'occasion d'entendre et sur lesquels nous avions travaillé, et en propose évidemment de nouvelles. Le fait qu'un certain nombre ait été repris nous incite à être ambitieux et tenaces, puisqu'on voit que finalement, au bout d'un certain nombre de temps, nous réussissons à nous faire entendre. Saluer évidemment la progression des crédits du programme de presque 15%, même si, et ma collègue l'a rappelé à l'instant, c'est 1 milliard qu'il serait nécessaire rien que pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Le budget de l'égalité entre les femmes et les hommes donc, connaîtra en 2023 une augmentation de 7,3 millions, portant son budget à 57,7 millions. C'est évidemment positif et il faut le souligner, même si c'est le double qu'il serait nécessaire si on se contente uniquement de considérer les violences faites aux femmes. Nous devons donc rester mobilisés et continuer à faire entendre que 1 milliard, c'est pour doubler les places d'hébergement spécialisées, pour créer des brigades spécialisées ouvertes 24 heures sur 24, augmenter le financement des associations qui accompagnent les femmes. Et nous appelons également vivement à la création d'une juridiction spécialisée. Ce chiffre de 1 milliard correspond aux besoins financiers qui avaient été identifiés par plusieurs organisations, Fondation des femmes, Haut Conseil à l'égalité, dans un rapport de 2018, et qui fait écho au crédit alloué à cette cause en Espagne, pays pionnier dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Je voudrais par ailleurs regretter la baisse des indicateurs du 3919, même s'il faut saluer les efforts pour améliorer l'accueil téléphonique de ces usagères en détresse, notamment l'évolution du fonctionnement de la plateforme en juin 2021 sur le 24-24. Toutefois, il nous semble nécessaire que le taux d'appel traité en cible atteigne 100%, afin que l'ensemble des femmes en détresse puissent trouver une écoute. Or, selon le dernier bleu budgétaire, cette plateforme a un taux d'appel traité en 2021 de 61,9%, ce qui laisse 38% des usagères sans réponse. Malgré ce chiffre terrible et après un taux fixé en cible à 85% en 2022, le PLF ne précise pas s'il a atteint ou pas. Le gouvernement se fixe pour 2023 un objectif à la baisse de 75%. Je pense qu'il faut être plus ambitieux. Et pour finir, nous avions donc proposé avec mon groupe d'augmenter ce budget de 2 millions d'euros afin notamment de pouvoir aider la Fédération nationale Solidarité Femmes. Cet amendement a été adopté par la Commission des affaires sociales saisie pour avis et il me semblerait intéressant que la DDF puisse aussi le soutenir. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Pour le groupe GDR, Soumia Bourouhara. Bourouhara, mais c'est pas grave. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier, Madame la rapporteure, pour ce rapport qui est plutôt complet. Et puis aussi remercier les administrateurs qui ont contribué à la rédaction de ce rapport. Cependant, j'ai quelques remarques sur ce rapport. Depuis plusieurs années, les associations féministes demandent un investissement de l'État à hauteur de 1 milliard d'euros pour mettre fin aux violences conjugales. Bien que les crédits de nombreux programmes connaissent une hausse pour l'année 2003, je regrette que cette proposition n'ait toujours pas été entendue. Les actions défendues dans ce projet de loi de finances vont certes dans le bon sens, mais on considère que les moyens ne sont pas suffisants, qui sont mis à disposition et qui ne pourront pas mettre un terme à ces violences. Par ailleurs, je partage la proposition qui est faite par la délégation aux droits des femmes de consacrer une part
plus importante des recettes de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour lutter contre la prostitution et soutenir les personnes prostituées à en sortir. Le phénomène prostitutionnel prend de plus en plus d'ampleur sur notre territoire, notamment en ce qui concerne les mineurs. Nous devons nous donner les moyens de mieux détecter ces situations et de prendre en charge ces enfants en souffrance. Pour cela, il faut renforcer les moyens humains et la formation professionnelle qui sont confrontés chaque jour à ces situations qui sont très difficiles. Dernière chose, enfin, je voudrais relayer l'incompréhension des personnels qui exercent au sein des établissements sociaux et médico-sociaux qui ont été exclus de la revalorisation du Ségur de la santé. Cet oubli concerne majoritairement les agents des filières administratives, logistiques, techniques et des emplois de direction. Cette distinction de traitement induit un manque de reconnaissance pour ces femmes et ces hommes qui œuvrent chaque jour dans des établissements sociaux et médico-sociaux en accompagnant des enfants et des adultes en situation de fragilité. Donc il est dommage que cette demande légitime n'apparaisse pas dans ce rapport et dans le PLF. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Prisca Thévenot pour le groupe Renaissance. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la rapporteure. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour ce travail extrêmement sérieux et éclairant. Et bien évidemment, j'associe à ces félicitations l'ensemble des administrateurs et des équipes qui, j'en suis sûre, ont énormément participé à ce travail. En premier lieu, avant d'arriver sur le fond, puisque je pense que c'est ici le fond du sujet qui nous occupe et nous préoccupe, à savoir les femmes, j'aimerais juste rappeler quelques éléments, non pas pour lancer des polémiques, mais plutôt pour avancer dans une démarche dynamique, celle qui est la nôtre ici, ensemble, j'en suis sûre. Oui, au cours des 5 dernières années, même des 6 dernières années, le sujet de l'égalité femmes-hommes est arrivé au premier plan, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle française. Parce que si pendant longtemps, le sujet a été posé en petits cailloux, une grande pierre a été mise en place avec la volonté du président de la République, Emmanuel Macron. Formation des forces de l'ordre, prise de dépôt de plainte hors les murs, point d'alerte dans les supermarchés, pharmacies, déploiement de téléphones grave danger, bracelets anti-rapprochement, doublement du budget sur l'égalité femmes-hommes. Bref, je pourrais en citer de nombreux, mais vous pourrez me dire qu'il faut toujours faire plus. Et vous avez raison. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici réunis et que je salue la dynamique, encore une fois, j'aime à le répéter, mais je pense que nous ne pouvons être avares de répétition, la dynamique de cette délégation. Pour en revenir sur le fond, Madame la rapporteure, je suis particulièrement ravie de découvrir un certain nombre de dispositifs relatifs à l'accès au droit et à l'échelle locale et des projets innovants qui bénéficient tout particulièrement à cette hausse de moyens que vous notifiez. Multiplier les démarches d'aller vers au local sont essentielles pour aller chercher les femmes qui sont le plus souvent en souffrance et donc isolées. J'ai pu découvrir dans votre rapport une structure, les CIDFF, Centres d'information sur le droit des femmes et des familles. Je les découvre et c'est toujours bien de pouvoir voir que beaucoup de dispositifs existent. Comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai présenté un rapport sur la santé des femmes et au travers des différentes auditions que j'ai pu mener, eh bien, ce dispositif n'était pas apparu. Donc, je pense qu'il est encore méconnu, pas connu, et donc peu approprié par les femmes. On parle beaucoup du planning familial, de la maison des femmes, du bus santé des femmes. Ainsi, je me questionne sur peut-être la nécessité de repenser l'ensemble des dispositifs pour qu'ils soient non pas peut-être un lieu unique, mais surtout compréhensible, audible, encore une fois, non pas pour nous les politiques, mais pour celles que nous devons adresser, les femmes. Merci. Merci. J'ai reçu quelques demandes de prise de parole par nos collègues. Donc, pour la France Insoumise, Ercilia Soudet. Madame la Présidente, chers collègues, au risque de vous décevoir, je ne compte pas vanter, à l'instar donc de ce rapport, les mérites du précédent quinquennat qui se gargarise des efforts budgétaires effectués. Lorsque vous connaissez le retard pris sur les questions de prévention des violences sexistes et sexuelles, l'augmentation du nombre de féminicides de 20% entre 2020 et 2021, le manque de moyens dans l'accompagnement des sorties du parcours prostitutionnel, etc.
Trop habituée à la politique du guérir plutôt que prévenir, la majorité se félicite d'une augmentation de crédit de 15% pour 2023, bien loin de répondre aux enjeux et signaux inquiétants concernant les violences sexistes et sexuelles qui nécessiteraient un investissement d'1 milliard d'euros. Intéressons-nous par ailleurs à l'allocation financière à l'insertion sociale. Actuellement de 330 € pour une personne seule, elle ne permet pas de vivre. La rapporteure suggère de la revaloriser, mais il faudrait préciser de combien, car on est bien loin du compte. Aucun des minima sociaux ne devrait être en dessous du seuil de pauvreté, qui est de 1 102 €. On voit ainsi que la hauteur de la marche à franchir n'est pas anodine. Mais peut-on tolérer que dans le 7e pays le plus riche du monde, autant de nos concitoyennes doivent choisir entre se chauffer et manger ? Les minima sociaux ne peuvent pas être brandis comme une solution lorsque leur montant stagne en dessous du seuil de pauvreté et que nombreuses sont celles qui, ébranlées par la complexification des critères d'accès, n'y recourent plus. Cette mesure de revalorisation, présentée comme incitative et attractive afin de soutenir les sorties de parcours prostitutionnels, ne saurait donc présenter un levier suffisant. Si votre ambition pour ce quinquennat qui s'ouvre est de continuer dans la lancée du précédent, je crains que le bilan dans 5 ans ne soit aussi décevant que celui que nous avons pu dresser à l'issue de la précédente mandature. Vraiment, sur ce sujet, il faut aller plus vite, plus loin, plus fort. Pour le groupe Renaissance, Amélia Lacrafi. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Tout d'abord, je souhaite saluer l'augmentation des crédits accordés au financement de la lutte et de la prévention des violences faites aux femmes. Ces 4,1 millions d'euros supplémentaires bénéficieront principalement aux actions et initiatives portées par des associations de défense des droits des femmes qui réalisent chaque jour un travail extraordinaire. Cette hausse sera notamment consacrée au dispositif d'aide à la mobilité et à l'accueil des victimes de violences conjugales. Le lancement expérimental d'un PAC Nouveau Départ est par ailleurs prévu pour venir en aide à ces dernières, tout en développant le maillage territorial de la prise en charge dans notre pays. Dans ce contexte, je souhaite aborder la situation des Françaises victimes de violences conjugales ou intrafamiliales à l'étranger. Dans leur pays de résidence, ces victimes sont le plus souvent totalement isolées et dépendantes financièrement de l'auteur des violences. Dans certains cas, le retour en France demeure la seule échappatoire, mais le manque de ressources et de relais en métropole constitue un frein important, pour ne pas dire insurmontable. Voilà pourquoi je plaide avec force pour que les dispositifs nationaux que nous mettons en œuvre, notamment dans le cadre de ce budget, puissent pleinement intégrer nos compatriotes établis hors de France. Ces situations sont restées pendant longtemps un angle mort de nos politiques de lutte et de prévention des violences conjugales, rendant donc particulièrement ardu leur accompagnement et leur reconstruction. Les lignes commencent à bouger et plusieurs acteurs associatifs s'engagent sur le sujet. Je pense en particulier à un nouvel outil lancé par l'association The Sorority Foundation le 15 octobre dernier pour centraliser le recueil des cas de violence à l'étranger et proposer une prise en charge. C'est un premier pas encourageant, mais l'ambition forte qui nous anime sur la question de ces violences nous invite aussi à une prise de conscience accrue sur ces cas de figure qui demeurent aujourd'hui insuffisamment traités. C'est en tout cas le point de vigilance que je souhaite porter à votre constance au sein de cette délégation. Merci. Je vous remercie. La parole est à LFI, Sarah Legrain. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame la rapporteure, merci pour vos travaux. Vous déclarez que le projet de loi de finances pour 2023 traduit l'engagement du gouvernement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce que le PLF et votre rapport même démontrent surtout, c'est la nécessité d'aller bien au-delà des engagements rhétoriques pour que cette cause soit réellement une grande cause de ce gouvernement. Je pense par exemple à la question de l'hébergement pour les femmes victimes de violences. Le PLF 2023 prévoit à cet effet une enveloppe de 107 millions d'euros et porte le nombre total de places à près de 11 000 places. Ces chiffres restent en réalité largement en dessous des besoins, qui plus est dans une période d'inflation où on sait que le budget est vite absorbé par la hausse des coûts. Un rapport de la Fondation des femmes publié en novembre 2021 notait en effet que 4 femmes victimes de violences sur 10 en faisant la demande n'obtenaient pas de solution d'hébergement. Seuls 12% des demandes d'hébergement aboutissaient à une orientation adaptée à leur parcours spécifique. Et ces manques représentent un réel risque pour la protection des femmes concernées, faute de solutions
solution. Ce sont des parcours de sortie de violence qui se rallongent. Elles sont de plus en plus exposées au risque de retourner chez un conjoint violent, voire se retrouvent dans l'impossibilité de quitter le domicile. Et on sait que c'est de là aussi que viennent des féminicides. Selon les recommandations des associations et services publics dédiés, ce sont 450 millions d'euros qu'il faudrait pour financer à terme 40 000 places d'hébergement d'urgence localisées et adaptées en fonction des besoins. Pourquoi votre rapport ignore-t-il ces recommandations des associations? Enfin, plus largement, comment notre délégation des droits des femmes peut-elle voter un rapport qui fait l'impasse sur la demande très claire de l'ensemble des associations féministes en matière de violences sexuelles et sexistes? 1 milliard pour éradiquer les violences machistes, comme le disent nos homologues espagnols. La parole est à Mireille Clapeau pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente et bravo à la rapporteure. Je pense que ces examens de rapports et d'avis budgétaires sont vraiment des occasions de prendre un peu de hauteur sur les sujets et contrairement à ce que j'ai entendu ici ou là, je suis persuadée pour ma part, même si c'est perfectible et que j'aurai quelques points à souligner, nous allons dans le bon sens et que beaucoup a été fait durant le premier quinquennat du président de la République Emmanuel Macron et que ce projet de loi de finances 2023 illustre une volonté politique très claire d'aller encore plus loin. Alors, je voudrais rappeler que depuis 2017, les crédits ont doublé dans cette politique d'égalité pour les femmes et les hommes et sous forme de subventions d'appel à projets au bénéfice des associations. Ce n'est donc pas une politique immanente qui est imposée du sommet, mais qui s'appuie vraiment sur un tissu associatif au plus près des actions et on le voit sur nos territoires. Alors, vous soulignez l'effort nécessaire sur les indicateurs. Je voudrais m'attarder un peu plus là-dessus. Un indicateur, il doit être objectif, partagé par tous, il doit être lisible et il doit être au service de la mesure des effets d'une politique. Ce que vous indiquez, par exemple, sur la lutte contre la prostitution me semble très intéressant et j'ai découvert, un peu comme mes collègues, qu'il y avait une commission qui devait se réunir et donc j'y veillerai sur le territoire. Moi, je voudrais plus spécifiquement axer mon propos sur le DPT et l'axe 6, promouvoir les droits des femmes à l'international. Alors, nous avons une responsabilité, nous, députés français, en particulier députés féministes françaises et français, parce que nous sommes observés, parce que les femmes iraniennes en ce moment, les femmes afghanes, les femmes des pays du Sahel et bien d'autres nous observent et nous devons donner l'exemple et nous devons pour ça avoir une politique vraiment lisible. Alors, vous soulignez que le DPT mériterait d'être mieux isolé entre DPT intérieur et extérieur, et je souscris totalement à cette demande, en particulier par les recommandations 13 et 14. Donc, certes, la politique française, à travers l'aide au développement en particulier, a beaucoup dans la lignée du Forum Génération Égalité, de toutes les démarches de diplomatie féministe, soutient beaucoup les droits des femmes à l'international, mais il est difficile, avec les indicateurs tels qu'ils sont faits, de vraiment savoir quel est le résultat de cette politique et surtout de pouvoir comparer en dynamique d'une année sur l'autre. Donc, encore une fois, nous sommes observés, nous devons donner l'exemple et c'est pourquoi je soutiendrai vraiment cette démarche. Donc, rendez-vous peut-être à l'année prochaine pour voir si des améliorations sont faites, si nous sommes entendus. Merci à tous. Je n'ai plus de demande de parole. Alors, pour le groupe Renaissance, Céline Calvez. Merci Madame la Présidente. Je pense qu'à la racine de l'égalité entre les femmes et les hommes, et vous l'avez souligné Madame la rapporteure, il y a la culture de l'égalité. Et on doit bien remarquer que dans la hausse de 15%, de près de 15% du programme 137, on a aussi une augmentation du soutien aux projets innovants qui vont aller irriguer cette culture de l'égalité aussi bien dans tous les territoires et dans une logique partenariale et dans une logique de contractualisation pluriannuelle. Et ça, il faut le souligner, c'est plutôt très bien. Je pense à souligner aussi que dans le DPT, donc dans ce document qui montre toute la transversalité et tout ce que l'ensemble du budget fait pour l'égalité, on a aussi une attention à porter sur le programme 140 sur l'enseignement, parce que l'éducation à l'école, sur le fait de pouvoir
arriver à convaincre dès le plus jeune âge que l'égalité, ça devrait être un réflexe, ça devrait être un réflexe pour les plus jeunes, c'est important. Parce qu'à partir du moment où on aura fait cette égalité, cette culture de l'égalité, on aura moins de préjugés dans la société, on aura moins de violence dans la société. Donc moi, je pense qu'il faut souligner à juste titre ces efforts. Mais ces efforts, c'est au-delà d'un budget et au-delà d'un PLF, c'est aussi ce que nous faisons toutes et tous au sein de cette délégation, quand nous prêtons attention à tout ce que le féminisme et tout ce que l'égalité représentent dans notre société. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, je vous propose qu'on puisse maintenant autoriser la publication de ce... Ah oui, pardon. Évidemment. Je propose donc à Madame la rapporteure de pouvoir répondre à toutes ces questions. Merci Madame la Présidente. Il n'y a pas... Moi, je remercie tout le monde pour vos prises de parole engagées, d'avoir lu le rapport et je pense que les différentes prises de parole font ressortir nos différentes sensibilités politiques. Moi, voilà, des choses sont faites, je le dis et je le pense. Tout ne va pas assez loin, je vous rejoins sur certains points, sur beaucoup de points. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est toutes et tous à cette délégation, c'est pour veiller à ce que la cause des femmes avance. Donc moi, je pense que nos différentes sensibilités sont une richesse, que ça amène du débat. Et donc, vous avez pu les exprimer, je les entends. Je suis pas d'accord avec tout, je suis d'accord avec certains points. Il faut qu'on aille plus loin, on va aller plus loin, mais des choses sont faites, des choses ont été faites, et je pense qu'on ne peut pas le nier. Voilà. Donc moi, en tout cas, je vous remercie, et je pense que Madame la Présidente me rejoindra, mais c'est très intéressant de pouvoir avoir nos différences qui s'expriment, et en tout cas d'être unis dans cette même cause et de manière bienveillante. Merci à vous, chers collègues. Et il nous reste maintenant à voter. En fait, je rappelle que au sein de la délégation, nous votons soit à la fois sur le contenu, soit sur la nécessité de publier en fait ce rapport avec la vidéo qui est associée. Donc, je vous propose qu'on puisse publier et voter pour le contenu de ce rapport. Donc, je mets aux voix. Qui est contre ? Excusez-moi, juste une question. Vous venez de faire une différenciation entre le contenu et la publication. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a deux votes ou il y a un seul vote, parce que on vote peut sur être la d'accord publication. pour la publication et pas forcément sur le contenu. C'est ce que nous avons exprimé pour notre groupe. Très bien. Eh bien, écoutez, on vote sur la publication qui est associée avec la vidéo. La présentation du rapport. Absolument. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient? Et donc, la publication qui est pour la publication? Pour la publication. Nous votons bien pour la publication. Donc, qui est pour? Très bien. Donc, le rapport est mis en ligne et sera publié. Je vous remercie. Nous allons... donc, toutes nos félicitations, chère Julie. Absolument, c'est bien noté. Nous allons maintenant procéder à la désignation des rapporteurs sur les deux propositions de loi qui visent la constitutionnalisation de l'IVG et sur nos deux missions d'information. Au vu donc des candidatures reçues et afin de respecter l'équilibre entre les différentes composantes de notre délégation, je vous propose de désigner les rapporteurs suivants. Alors, pour la PPL sur IVG, M. Guillaume Gouffier-Cha pour Renaissance et Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste. Je vous propose également pour la mission d'information dont le périmètre restera à définir pour nos rapporteurs sur la santé, Madame Anne-Cécile Violent pour Horizon, qui m'a fait parvenir ses excuses, elle ne pouvait être présente aujourd'hui, et Madame
Pascal Martin pour le groupe LFI. Et enfin, pour la mission d'information sur les budgets genrés, Madame Céline Calvez pour le groupe Renaissance et Madame Josso pour le groupe du Motem. Y a-t-il des demandes de parole ? Très bien, donc ces rapporteurs sont désignés. Et pour rappel, la prochaine réunion, donc notre délégation a lieu le 17 novembre. Elle devrait donc se tenir pour entendre la communication de nos 2 co-rapporteurs sur les PPL IVG et la convocation sera transmise par le secrétariat dans les meilleurs délais. Je vous remercie. Bonne journée.